Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette excursion spatio-temporelle proposée par la division interstellaire de notre agence Transcultural Agency. Je serai votre guide sur cette visite. Je m'appelle, ouvrez la parenthèse, trois petits points, fermez la parenthèse, mais vous pouvez m'appeler tout simplement trois petits points si vous le souhaitez. Je vous propose aujourd'hui un survol de la planète 7X334A. Un survol d'une durée approximative de 60 minutes en temps local. Pour cette promenade spatio-temporelle, nous utiliserons le tout dernier modèle de nos navettes quasi-luminiques. La 4L Photon. 4L, 4 pour les 4 dimensions de l'espace-temps, et L pour lumière, bien sûr, puisque nous allons évoluer à une vitesse quasi-luminique et recourir à la technologie de l'effet tunnel, encore appelée technique du trou de verre. Je m'explique. Un trou de verre est un objet physique qui relie deux régions distinctes de l'espace-temps et se manifeste d'un côté sous la forme d'un trou noir et de l'autre sous la forme d'un trou blanc. Un trou de verre forme un raccourci à travers l'espace-temps. Pour se le représenter plus simplement, on peut imaginer l'espace-temps non en 4 dimensions, mais en 2, à la manière d'un tapis ou d'une feuille de papier. La feuille étant repliée sur elle-même, permet au point A de toucher directement le point B. La rencontre des deux points forme le trou de verre. L'utilisation du raccourci trou de verre permet donc un voyage du point A directement au point B en un temps considérablement réduit par rapport au temps qu'il faudrait pour parcourir la distance séparant ces deux points de manière linéaire. Ce raccourci va ainsi nous permettre de voyager à travers l'espace et à travers le temps jusqu'à 7X334A. Nous allons être un peu serrés, j'en conviens, et je vous prie de nous en excuser. À vrai dire, nous n'avions pas anticipé une telle affluence pour cette excursion, alors je vous remercie d'être là. Quoi qu'il en soit, je vous demande maintenant de bien respecter les consignes de sécurité, et dès à présent, de bien boucler vos ceintures. Je vous prie également de placer vos portables en mode navette, afin que leurs signaux n'interfèrent pas avec les ondes gravitationnelles sur lesquelles nous allons surfer. Agréablement. Je ferai tout mon possible pour cela. Tout le monde est prêt? Alors, allons-y. Nous voici donc en vol orbital autour de 7X334A. Je précise qu'évidemment, dans le cadre de notre politique de préservation de l'environnement galactique, et comme cela est de mise pour toutes nos excursions extraplanétaires, nous naviguons ici en mode furtif. Nous sommes donc absolument indétectables par les habitants de cette écosphère et leurs diverses instrumentations. Nous avons d'autant plus de raisons d'être discrets que nous suspectons ces créatures, parvenues récemment au stade technologique de l'Anthropocène, d'avoir repéré il y a quelque temps notre planète, en dépit des 1200 années-lumière de distance qui nous séparent. La chasse aux exoplanètes semble étrangement être devenue là-bas le dernier sport à la mode. Bon, après tout, chacun ses lubies. Tiens, au fait, les voici ces créatures, des créatures qui se désignent elles-mêmes comme des humains, avec un H. Coucou. Oui, ce que vous voyez là est une plaque en aluminium et en or faite par ces humains. Une petite plaque de 22 cm sur 15 à peu près. C'est une de nos navettes de dépollution interstellaire qu'il a récupérée il y a quelque temps aux abords de leur système solaire. Bref, nous reviendrons sur l'histoire de ces humains dans la seconde partie de la visite. En tout cas, notre obligation de discrétion va nous amener à opérer la visite de cette planète quasi exclusivement sur la base de données cartographiques. Nous allons donc utiliser des cartes. L'avantage des cartes, c'est leur caractère synthétique et pratique. Les cartes que vous allez voir ont été produites directement par ces êtres eux-mêmes au cours de leur histoire récente.
Ces cartes, récupérées là encore à leur insu, constituent une source d'informations inestimable en ce qu'elles nous permettent de comprendre la vision qu'ont les humains de leur propre monde. Alors, une remarque importante, pour bien comprendre ce que nous allons voir, il me faut d'abord indiquer quelques éléments conventionnels de repérage spatial tels qu'ils ont été définis par les humains afin de s'orienter sur leur planète. Ainsi, pour s'orienter, les humains utilisent aujourd'hui une combinaison de points cardinaux que nous voyons sur cette illustration, qu'ils appellent rose des vents, en référence à 8 vents utilisés à l'origine par les navigateurs humains pour se repérer. Les cartes des humains sont donc présentées avec un point cardinal dit nord, c'est le N en haut, et un second dit sud, c'est le S en bas, ainsi que 2 points cardinaux sur le plan horizontal, un à gauche, le O pour ouest, et l'autre à droite, le E pour est. Les cartes que vous allez voir sont des représentations bidimensionnelles de la surface de 7X 334A qui tourne elle-même sur un axe dit nord-sud. Cet axe de rotation est actuellement incliné de 23 degrés et 26 minutes, ce qui entraîne un effet de saison sur la planète au cours de sa révolution autour de son étoile. Une révolution qui dure un peu plus de 365 jours locaux et qui se compte en années. Ça va? Tout le monde suit? Bon, pardonnez-moi pour ces données quelque peu techniques. Je vous promets qu'il n'y aura pas d'examen de contrôle à la fin de la visite. Mais il me fallait le préciser pour une bonne compréhension de la suite. Allons-y pour la première carte. Voici donc 7X 334A telle que la plupart des humains se la représentent. Oui, au fait, j'oubliais, les humains appellent leur planète la Terre. Oui, la Terre. Ce qui peut paraître un peu étrange dans un monde recouvert, vous le constatez, à environ 70% par les océans. Mais enfin, c'est comme ça. Les humains s'appellent donc des terriens. Retenez ce terme. Cette représentation est appelée projection de Mercator, ou plus simplement projection Mercator. C'est une projection cylindrique, tangente à l'équateur du globe terrestre, sur une carte plane formalisée par un géographe, un certain Gerardus Mercator, il y a de cela environ 450 années terrestres. Cette carte s'est imposée comme le planisphère standard dans ce monde grâce à sa précision pour les voyages marins. Comme je l'ai dit, cette planète est majoritairement recouverte d'océans. La projection de Mercator est une projection conforme, c'est-à-dire qu'elle conserve les angles et les formes des continents. Elle a cependant pour effet des déformations sur les distances et les surfaces. Ainsi, une distorsion apparaît au fur et à mesure de l'éloignement de l'équateur vers les pôles. Nous allons nous en rendre compte de manière plus précise à l'aide de cette carte, parsemée de formes géométriques de couleur rouge. Ces formes permettent d'apprécier le degré de déformation des territoires. Le principe est simple. Plus la forme rouge est sphérique, plus la forme du territoire sur laquelle elle est placée est conforme à la réalité. On constate ainsi que la projection de Mercator respecte parfaitement les formes de chaque continent. En revanche, comme je vous l'ai indiqué précédemment, son inconvénient, c'est qu'elle ne respecte pas les superficies. Ainsi, plus on se rapproche des pôles, plus les continents apparaissent grands. Et plus on se rapproche de l'équateur, plus ils apparaissent petits. Quelques exemples. Ce territoire que je vous indique ici, que les humains appellent l'Amérique du Sud, semble, sur cette carte, plus petit que cet autre territoire qu'ils appellent le Groenland. Mais en réalité, l'Amérique du Sud est 8 fois plus grande que le Groenland. De la même manière, ce territoire ici, que les humains appellent l'Inde, semble de taille identique à cet autre petit appendice qu'ils appellent Scandinavie, alors qu'en réalité, l'Inde est 3 fois plus grande que la Scandinavie. Encore un exemple
ce territoire non délimité sur cette carte que je vous indique, l'Europe, selon l'appellation en usage dans ce monde, eh bien l'Europe semble plus étendue que l'Amérique du Sud, dont j'ai parlé précédemment. Et pourtant, l'Amérique du Sud est près de 2 fois plus grande que l'Europe. La Russie, le territoire que je pointe maintenant, énorme territoire, semble beaucoup plus étendu que ce continent que les humains appellent l'Afrique, alors qu'en réalité, l'Afrique est presque 2 fois plus grande que la Russie. L'Afrique toujours apparaît de taille équivalente au Groenland, dont j'ai déjà parlé, alors qu'elle est de 14 à 15 fois plus étendue. Enfin, le continent, cet immense continent glacé que vous voyez apparaître en bas de la carte, semble être le plus grand des continents, alors qu'en réalité, il n'est que le 5e par sa superficie. Voilà, autant pour les ordres de grandeur. Mais ce n'est pas tout. Et il nous faut préciser un point. Il se trouve en effet qu'une grande partie du monde le moins favorisé, ou le moins avancé d'un point de vue technologique, une grande partie de ce monde se trouve localisée à proximité de l'équateur. Et les régions qui se situent à proximité de l'équateur, donc, apparaissent plus petites sur une projection Mercator que les autres, celles situées plus au nord ou au sud. Elles semblent donc moins importantes. Aussi, la question que l'on pourrait se poser est la suivante. Se pourrait-il que le choix de la projection de Mercator, comme représentation standard du monde, soit le fruit d'une domination historique de certains humains sur d'autres? C'est en tout cas ce que semblait penser un autre cartographe, un certain Arno Peters. Pour pallier les déformations de la projection Mercator, Arno Peters, qui était cinéaste de son état, oui, le cinéma, encore une autre lubie des humains, bref, Arno Peters proposa il y a de cela 50 années terrestres une projection cylindrique, comme celle de Mercator, mais une projection qui, elle, préserve les superficies relatives. Ainsi, la projection de Peters tente de rendre compte de la taille réelle des continents, mais elle perd en revanche le caractère conforme, c'est-à-dire qu'elle ne préserve pas les angles et donc la forme des continents. En utilisant cette nouvelle projection, chaque région du monde peut retrouver maintenant des dimensions correctes. La projection de Peters est dite projection équivalente, car elle maintient la proportion entre les surfaces sur la carte et les surfaces réelles. De ce fait, les rapports entre les surfaces des territoires sur la carte correspondent aux rapports de leur surface réelle. L'Afrique, par exemple, apparaît bien 14 à 15 fois plus grande que le Groenland. Mais, encore une fois, localement, cette projection ne conserve pas les angles, ce qui se traduit par la déformation des continents, au contraire de la carte de Mercator. On peut le vérifier à l'aide des formes géométriques que je vous ai présentées tout à l'heure sur cette illustration. Voyez, ici les formes géométriques sont de même taille, mais en revanche, elles sont déformées proportionnellement à la déformation des continents sur lesquels elles sont placées. Et cette déformation s'accentue plus on se rapproche des pôles ou de l'équateur. Il faut reconnaître que la projection de Peters a connu un certain succès auprès de nombreux humains. Cependant, une chose doit nous interroger. Il se trouve que pour construire sa projection, Peters a dû choisir des parallèles de base, des parallèles standards. Et les parallèles qu'il a choisis sont les deux parallèles qui s'affichent maintenant. Le parallèle 45 degrés nord et le parallèle 45 degrés sud. Cela signifie que les régions qui se trouvent
le long de ces deux parallèles sont celles qui sont représentées, affichées avec la plus grande précision en termes de forme. Alors pour le parallèle 45 degrés sud, nous voyons qu'il ne traverse quasiment aucun territoire. En revanche, pour le parallèle 45 degrés nord, les territoires qu'il traverse sont des territoires qui ont joué un rôle particulier dans l'histoire de ce monde. On les appelle en particulier l'Europe et l'Amérique du Nord. Et il se trouve que ces deux régions, l'Europe et l'Amérique du Nord, ont historiquement dominé la Terre au cours des 500 dernières années. Donc là encore, cette représentation ne semble pas tout à fait neutre. À vrai dire, beaucoup de cartographes se sont cassés la tête sur ce problème de représentation du monde. Et ils ont proposé au fil du temps une foule de représentations alternatives. En voici quelques-unes. Je vous avoue que j'ai un faible pour celle-ci, en forme de cœur. Mais surtout, n'y voyez pas de ma part une manifestation de sentimentalisme. Alors, laquelle choisir? Eh bien, personnellement, j'opterais pour celle-ci. La projection de Fuller, réalisée il y a quelques 63 années terrestres, est une projection cartographique qui se propose de rétablir la vérité, et ainsi de remettre tout le monde à égalité, rien que ça. Cette représentation est créative, et elle nous permet de sortir des projections biaisées auxquelles les humains sont habitués, notamment avec la projection Mercator. La projection de Fuller est une projection de la Terre sur la surface d'un isocaèdre, c'est-à-dire un polyèdre à 20 faces. Cet isocaèdre a été éclaté, puis mis à plat. Mais voyez plutôt cette petite animation qui vous permettra de comprendre comment Fuller a mis au point cette projection. Cette projection présente plusieurs avantages. Primo, elle offre moins de déformations. Grâce à cette projection, en effet, les territoires sont beaucoup moins déformés que dans les projections précédentes, et ils retrouvent leur dimension réelle. Ainsi, le Groenland, par exemple, ne nous apparaît plus comme l'immense territoire qu'il n'est pas. Secondo, il n'y a plus de nord ni de sud. C'est une autre propriété non conventionnelle de cette projection. Le nord et le sud n'y existent plus. Il n'y a plus de véritable orientation. Mais après tout, qui a décidé que le nord était en haut et le sud en bas? C'est simplement un choix qui a été fait par l'homme et qui est devenu le standard de la représentation sur cette planète. Car en vérité, l'univers réel n'a ni nord ni sud. D'ailleurs, quelques anciennes cartes du monde ne reconnaissaient pas le nord comme le point cardinal par excellence, puisqu'elles étaient orientées vers l'est, et plus précisément vers une ville que les habitants de cette région, que les humains appellent l'Europe, une ville donc nommée Jérusalem, située à l'est selon la représentation standard. Une ville qui aurait vu mourir, il y a presque 2000 années terrestres, une grande idole de l'époque, un certain Jésus. Et c'est d'ailleurs de cette pratique que découlerait le terme orientation. Est, Orient, s'orienter par rapport à l'Est, par rapport à Jérusalem. Le terme orientation, on le retrouve aujourd'hui dans de nombreuses langues humaines. On trouve d'autres exemples d'orientation alternative. Par exemple, dans ce territoire que les humains appellent la Chine. Dans ce territoire, une philosophie célèbre, appelée taoïsme, a voulu que ses adeptes privilégient, au cours de leur histoire, alternativement l'orientation vers le nord ou vers le sud. Beaucoup plus proche de nous, voici une représentation du monde très en vogue dans l'hémisphère sud de la Terre.
Cette carte a été conçue il y a presque 40 années terrestres par un habitant de ce que les humains appellent l'Australie, ici. Cet habitant en aurait eu assez de voir son territoire systématiquement représenté la tête en bas et dans un coin, évidemment selon la projection de Mercator. Il en aurait eu assez de cela et d'être l'objet de moqueries de ses petits camarades, de ses congénères de l'hémisphère nord. Il a donc décidé, tout simplement, de retourner la carte. Et vous voudrez bien remarquer que cette carte, qui est une projection conforme, est tout aussi valable et utilisable que celle de Mercator. Elle a d'ailleurs eu beaucoup de succès dans l'hémisphère sud. Personnellement, j'aime bien cette carte, car je trouve qu'elle donne sa vraie place aux océans. Mais finalement, pourquoi les humains préfèrent-ils en général la projection nord-sud et pas la projection sud-nord? Serait-ce lié, encore une fois, au développement technologique plus avancé des régions situées le long du parallèle de l'hémisphère nord que je vous ai montré plus tôt? Les humains de ces régions auraient-ils, pour ainsi dire, imposé leur point de vue? Arrêtons-nous encore quelques instants sur cette opposition nord-sud, ou haut-bas. L'homme semble considérer le haut comme supérieur au bas, si l'on s'en tient à ce que nous venons de voir. Est-ce lié à des facteurs biologiques propres à cette espèce? Par exemple, la localisation de son cerveau en haut de son corps? Est-ce lié aux pratiques des hommes primitifs, qui pouvaient mieux contrôler leur environnement et guetter le danger depuis les hauteurs? En tous les cas, on en a de multiples indices dans notre observation de cette espèce. On peut par exemple remarquer, dans toutes les pyramides hiérarchiques que les humains utilisent quotidiennement, que le chef se trouve toujours en haut de la pyramide. La pyramide est d'ailleurs aussi chez eux un élément d'architecture ancien, dont le sommet symbolise ordinairement la puissance et la communion avec leur Dieu. Nombre de religions ou de philosophies humaines associent en effet les cieux à la perfection, au divin, etc. Nous y reviendrons. Pour ces raisons, et sans doute bien d'autres encore, les humains ont ainsi tendance à considérer que le sacré, l'esprit et la vertu doivent se trouver en haut, ici au nord, puisqu'ils sont au-dessus, donc supérieurs au commun, à l'animal et au vice, qui par opposition spatiale sont situés en bas, ici au sud. Et c'est tout logiquement que les premiers cartographes, tels Mercator, placèrent leur propre territoire, que les humains appellent l'Europe, encore une fois, en haut et au centre de la carte. Comme si, finalement, une conception morale, voire spirituelle, de leur propre supériorité avait façonné leur manière de modéliser l'espace, de cartographier le monde et leur place dans celui-ci. Mais retournons à la projection de Fuller. Une projection qui peut être tournée et lue dans n'importe quel sens, car, comme je vous l'indiquais, le nord et le sud n'y existent plus. Le biais culturel qui établissait une hiérarchie implicite entre les continents, comme dans la projection de Mercator, eh bien ce biais est ici cassé, et tous les habitants du monde sont à nouveau à égalité. Enfin, troisième et dernier avantage de la projection de Fuller, c'est que ce planisphère rassemble tous les continents dans un ensemble sans discontinuité, comme nous pouvons d'ailleurs le voir depuis notre navette. Cette représentation pourrait ainsi aider les humains à prendre conscience que la planète est un tout, un système interdépendant. La projection de Fuller nous montre en effet le monde comme une île unique, entourée d'un immense océan. Personnellement, je trouve également qu'elle permet de se faire une idée de ce que le monde était il y a environ 200 millions d'années terrestres avant qu'il ne se disloque, c'est-à-dire un super continent unique regroupant toutes les terres actuelles et entouré d'eau. Voyez cette petite animation.
Oui, mais, il y a encore un mais, une petite chose qui peut nous déranger avec cette représentation de la Terre qui est ici clairement centrée sur ce territoire-là, que les terriens appellent les États-Unis. Bon, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Cela peut être un simple problème géométrique, car la représentation de la Terre, sous la forme d'un continent unique dans lequel les continents ne sont pas coupés, impliquerait un centrage précisément sur les États-Unis. Mais cela pourrait aussi peut-être tenir au fait que l'auteur de cette projection, Richard Fuller, était aussi originaire de cet endroit. Peut-être encore parce qu'il y a 63 années terrestres, lors de la création de cette projection, les États-Unis venaient de remporter une grande guerre, et qu'ils étaient alors considérés comme la partie du monde la plus importante. Bon, on ne va pas trancher ici, mais je vous laisse y réfléchir. Certains d'entre vous auront peut-être remarqué que je viens d'employer le terme de guerre. Guerre, un mot qui dira peut-être quelque chose aux plus âgés d'entre nous. Lointain récit du fond des âges, entre mythologie et réalité, la guerre dont nos anciens parlaient jadis. En réalité, les guerres chez les humains marquent souvent des transitions importantes de leur histoire. Ce terme sera donc pour moi aussi l'occasion de faire une transition pour nous intéresser maintenant à un autre type de carte, la carte dite politique, et non plus seulement physique. La géographie humaine sera donc l'objet de la seconde partie de notre promenade. Mais rappelons d'abord la signification du mot guerre en termes simples, en particulier pour les plus jeunes d'entre nous. Lorsqu'on prononce sur Terre le mot guerre, cela peut évoquer plusieurs types de conflits, mais d'abord, principalement, celui d'un conflit entre États. Je vous propose de partir de cette notion d'État, non pas l'État au sens physique ou biologique du terme. Vous remarquerez d'ailleurs que les humains ont pris soin de mettre une majuscule au mot. Alors, qu'est-ce qu'un État aux yeux des humains? État, société politique résultant de la fixation sur un territoire délimité par des frontières d'un groupe humain présentant des caractères plus ou moins marqués d'homogénéité culturelle et régi par un pouvoir institutionnalisé. Bon, là, ça se complique un peu. On voit bien dans cette définition des termes nouveaux apparaître, tels que politique, frontière, homogénéité ou culturelle. Des termes qui sortent de toute évidence du champ de la simple géographie physique. Mais ne prenons pas peur, nous allons les examiner un par un. Parmi toutes les espèces animales, les humains se sont eux-mêmes classés dans le genre dit Homo, H-O-M-O. Au sein du genre Homo, les humains prétendent appartenir à l'espèce dite sapiens, qui signifie, dans une de leurs langues anciennes, intelligent, sage. Est-ce justement la sagesse des Homo sapiens qui les a amenés à se considérer pendant longtemps comme une espèce à part entière dans le règne animal? C'est en tout cas ce que semble illustrer nombre de leurs légendes, qu'ils ont appelées religion ou vérité. En particulier dans la partie eurasiatique que vous voyez ici. Selon ces légendes, effectivement, l'homme viendrait de la terre, de l'humus. Mais, contrairement à ce que nombre d'Homo sapiens ont longtemps cru, voire croient encore pour certains aujourd'hui, leur espèce n'a pas été créée ex nihilo par un démiurge ou un esprit tout-puissant qui les aurait façonnés à partir de la glèbe. Les humains appartiennent en réalité à la famille des grands singes, et ils commencèrent à ressembler à ce qu'ils sont aujourd'hui il y a environ 2,5 millions d'années. Or, ces premiers humains,
n'avait rien de supérieur aux autres espèces qui peuplaient la Terre à l'époque. Sans compter que l'Homo sapiens, au moment de son apparition dans l'est de l'Afrique, partageait la planète avec pas moins de 6 autres espèces du genre Homo. L'homme de Néandertal, par exemple, une autre grande espèce du genre Homo, eh bien les hommes de Néandertal ont d'ailleurs été les premiers à se déplacer vers l'Eurasie, il y a 400 000 années terrestres. Et leurs successeurs y existèrent jusqu'à il y a environ 28 000 années. Contrairement à ce que la plupart des humains modernes croient encore, les hommes de Néandertal étaient des êtres évolués, plus robustes que l'Homo sapiens, avec un cerveau légèrement plus volumineux en moyenne. Les sapiens, eux, apparurent il y a environ 200 000 années terrestres. Ils colonisèrent l'Afrique et pour un petit nombre d'entre eux, migrèrent vers l'Eurasie où ils finirent par rencontrer les Néandertals. Puis se mélangèrent avec eux pour une cohabitation qui aurait duré environ 12 000 années terrestres. On ne sait pas bien comment ont disparu les 6 autres espèces d'hommes, dont Néandertal, mais ce qui est sûr, c'est que l'Homo sapiens les a totalement supplantés. Voici les routes que Sapiens aurait suivies dans sa colonisation de la planète en l'espace d'environ 100 000 ans. Et effectivement, pour le meilleur ou peut-être le pire, le genre humain est aujourd'hui complètement homogène. Ici, le préfixe homo est à rattacher à l'idée du semblable, de l'identique. Alors évidemment, la question c'est pourquoi eux? L'être humain moderne semble avoir fait un grand bond en avant que n'auraient pas réussi à faire les autres espèces humaines il y a de cela environ 70 000 années terrestres. Ce serait comme une sorte de révolution mentale. Une révolution mentale qui n'aurait pas amené Sapiens à inventer la culture en tant que telle. On sait que Néandertal était déjà un être de culture. Il procédait notamment à des rituels funéraires et était capable d'une expression symbolique. Non. Ce qui caractérise apparemment Homo sapiens, c'est sa capacité à se raconter des histoires, à inventer des mythes, le divin que nous avons évoqué tout à l'heure. Des mythes qui vont lui permettre de s'agréger dans des groupes de plus en plus importants. Et surtout, qui vont lui permettre de coopérer sans nécessairement avoir à se connaître de manière interpersonnelle, comme cela est nécessaire pour tous les membres des autres espèces animales. S'il y a certainement de nombreux facteurs à l'origine de cette capacité, l'un d'entre eux semble prépondérant, celui de l'imagination, et de son corollaire, le langage. Toutes les espèces animales présentes sur Terre pensent et communiquent. Mais les humains semblent les seuls à disposer à la fois d'une pensée objective, c'est-à-dire pour voir le monde tel qu'il est, comme tous les autres animaux, mais également, et là est leur caractère unique, d'avoir une pensée subjective en tant que sujet, c'est-à-dire que l'Homo sapiens semble le seul à pouvoir penser le monde au-delà de ce qu'il est, semble le seul à pouvoir imaginer des choses qui n'existent pas réellement. Ainsi, on peut avancer l'idée que l'homme de Néandertal, en dépit de son plus gros cerveau, ne voyait pas le monde de la même façon que l'Homo sapiens, et que son incapacité à créer des liens sociaux complexes serait à l'origine de son extinction. C'est d'ailleurs ce qu'illustre la représentation cartographique. Les humains s'y représentent une réalité qui n'a finalement rien d'objectif. À partir de là, nous pouvons comprendre ce que les humains entendent par le terme de culture. Grâce à leur capacité de raconteurs, de fabricateurs d'histoires, les humains ont pu développer des pratiques, des connaissances, des traditions, des normes propres à leurs différents groupes. Et il semble que leur culture se soit considérablement développée grâce à la culture des sols, ce que les humains appellent agriculture, il y a de cela environ
12 000 années terrestres. Pensez en effet au sens premier du mot culture, son sens agricole. La culture comme activité, par opposition à la cueillette, consiste à produire, plutôt qu'à simplement trouver ses moyens de subsistance. Un des grands philosophes humains, un certain Karl Marx, a écrit, je le cite, « On peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion, par ce qu'on voudra. Ils commencent eux-mêmes à se distinguer des animaux dès qu'ils commencent à produire eux-mêmes leurs moyens d'existence. » En se regroupant autour de champs, c'est la signification du préfixe agri, mais aussi autour des premiers temples, les humains ont ainsi très rapidement, à l'échelle de l'évolution bien sûr, en quelques milliers d'années terrestres seulement, ils ont développé ainsi très rapidement leur culture au sein de leur première cité. Plus précisément, des cités-États, dont le concept fut théorisé par certains de ces humains appelés les Grecs. Un de leurs plus grands philosophes, à ces Grecs, un certain Aristote, a écrit, ouvrez les guillemets, « La cité est une communauté d'animaux politiques réunis par un choix de vie commune. » Fermez les guillemets. Cette vie commune est assurée et consolidée par la référence à un même passé mythique, à des héros communs, à des rites et des lois intégrés et partagés. Passé mythique, héros communs, rites et lois partagés. Autant d'histoires, de récits, de fictions qui leur ont permis de construire ces cultures homogènes dont nous avons parlé tout à l'heure. Il faut croire que les humains furent particulièrement satisfaits de leur première communauté, de leur première cité, car ils les multiplièrent à une vitesse foudroyante, en quelques milliers d'années, toujours à l'échelle de l'évolution. On estime à environ 6 millions d'individus la population des Homo sapiens au moment de l'apparition de l'agriculture. Ils sont aujourd'hui environ 7,5 milliards, dont un peu plus de la moitié dans les villes. Cette croissance vertigineuse a entraîné, vous l'imaginez, une complexification et hybridation des cultures toujours plus poussée. Dans les 3500 dernières années terrestres, les humains ont ainsi développé des mythes à une échelle parfois mondiale. Je vous laisse en découvrir quelques-uns de ces mythes, avec leurs symboles les plus connus. Des mythes religieux ou philosophiques. Mais aussi des mythes plus politiques. Et le dernier en date, certainement la croyance la plus puissante parmi les Homo sapiens de nos jours, une divinité désormais mondiale qu'ils vénèrent tous sous le même nom, Internet, dont voici le symbole. Mais ne nous dispersons pas et n'allons pas trop vite. Parallèlement, les humains, au fur et à mesure que leur ville se développait, se sont organisés en réseaux politiques de plus en plus efficaces. La sédentarisation, la cristallisation urbaine fit émerger au fil du temps la notion de frontière. Mais qu'est-ce qu'une frontière, au sens où l'entendent les humains? Frontière, limite séparant deux zones, deux régions caractérisées par des phénomènes physiques ou humains différents. Par extension, une frontière est aussi la limite du territoire d'un État et de l'exercice d'un pouvoir sur ce territoire. Et rappelons-nous que le terme de frontière figure au premier rang des termes clés permettant de définir un État. Ces frontières doivent donc être sacrément importantes aux yeux des humains. Et pourtant, les frontières sont apparues très lentement,
et n'ont longtemps été perçues que comme des zones de combat entre armées ennemies. D'ailleurs, l'ancien sens de frontière, c'est front. Front d'une troupe, faire frontière, signifiait se mettre en ordre de bataille pour combattre, se défendre. Et comme on faisait frontière particulièrement sur les limites des pays, le mot a progressivement pris le sens de limite d'État à État. On constate ainsi que la notion de frontière est étroitement liée ici à la notion de guerre. L'une des plus anciennes frontières remonte à plus de 2200 années terrestres et est connue sur Terre sous le nom de Grande Muraille de Chine. Un peu plus tard, une autre civilisation humaine, dite romaine, construisit des remparts pour protéger son empire. En Europe, ce n'est qu'à partir de la révolution scientifique, que les historiens humains appellent aujourd'hui Renaissance, il y a environ 600 années terrestres de cela, ce n'est qu'à partir de la Renaissance, donc, que se matérialisent les frontières sur des cartes grâce au progrès de l'imprimerie et de la lithographie. Mais dans l'histoire humaine, les frontières ont toujours été temporaires et ont beaucoup fluctué au fil des temps. Un peu comme les plaques tectoniques qui font évoluer les continents de cette planète tellurique. Mais bien sûr, en un temps ici infiniment plus long. Rappelez-vous la formation des continents à partir du continent unique. Examinons ici une petite partie de l'évolution des frontières humaines au cours de leur histoire récente. La carte apporte une représentation visuelle esthétique d'un lieu d'appartenance commune, borné par la frontière qui l'entoure. Mais les frontières, avant d'être ces lignes sur une carte, ce sont d'abord des frontières imaginaires, celles que chaque humain trace entre lui et l'autre. Chaque membre de l'espèce Homo sapiens construit en effet sa propre image en contraste avec celle de son voisin. Il construit son identité par ce qu'il perçoit de différent chez l'autre, que cette différence soit désirable ou pas. La frontière de l'humain, c'est d'abord son enveloppe corporelle, habitée de sens, et surtout de cette conscience de soi qui lui permet d'appréhender son environnement et d'interagir avec ses congénères par le langage. Cette frontière est constructive, car sans conscience de soi, sans identité, il n'est pas de différenciation, donc pas de relation possible avec l'autre. Mais cette frontière est avant tout imaginaire et porte des représentations malheureusement souvent simplistes, des représentations auxquelles l'humain se laisse parfois aller par manque de temps ou d'attention à son voisin. À l'échelle d'un groupe humain, de territoire dans le cas présent, la frontière est une sorte de projection collective de la frontière imaginaire individuelle. Cette frontière incarne elle aussi une enveloppe, mais cette fois-ci c'est une enveloppe tissée d'histoires communes, rappelons-nous, les mythes, des histoires communes ou pensées comme telles, qui permettent de forger un rapport collectif d'un groupe humain à un autre. La frontière, ici, permet elle aussi de construire une identité collective, encore une fois, en contraste avec l'autre groupe, celui situé au-delà de la frontière. La carte, les cartes que nous avons examinées tout au long de notre promenade, sont de ce point de vue beaucoup plus des représentations collectives du nous que des descriptions objectives du eux. Rappelons-nous la projection de Mercator. Pourtant, beaucoup plus que la frontière imaginaire individuelle, la frontière collective porte en elle les germes de la guerre. Et voilà, on y revient. La frontière imaginaire collective, construite autour de références culturelles communes,
rassure les humains en permettant de tenir l'étranger à distance. Mais pour ce faire, elle repose le plus souvent sur des approches binaires, des stéréotypes, des catégorisations qui peuvent opposer des groupes d'humains, s'ils sont manipulés avec l'intention de nuire ou de s'emparer d'un pouvoir. C'est pour cela que les frontières des humains bougent en permanence, mais malheureusement, trop souvent à la suite de guerres. Ces guerres sont comme ces tensions telluriques que nous avons évoquées tout à l'heure, des tensions qui produisent régulièrement des séismes. Au niveau de la frontière, ces tensions s'appellent des préjugés. Ils sont basés sur la xénophobie et le racisme. Et les tensions que génèrent ces préjugés dégénèrent ici, non pas en séisme, mais en guerre. Séisme, guerre, à peu près d'ailleurs les mêmes effets. L'histoire des humains compte malheureusement beaucoup trop d'exemples de ces secousses sanglantes pour qu'il me soit possible de les citer ici. Finalement, les géographies physiques et humaines ont sans doute plus en commun que l'on ne pourrait le penser de prime abord. Mais si l'humain ne peut encore rien contre les forces telluriques souterraines, la puissance de son imaginaire, individuel et collectif, lui permettra sans doute demain de franchir de nouvelles frontières. Pacifiquement cette fois-ci, espérons-le pour nous autres. Mais le temps passe, et il est temps de prendre le chemin du retour avant que notre trou de verre ne se referme. Et nous voici de retour chez nous. Merci pour votre attention, et à bientôt, peut-être.